Somalie, pour moi, c'est une des pays les plus fascinants du monde. C'est un pays qui n'est pas dans le monde depuis 91. C'est le temps de siècle. Janvier 91. Mais dans un certain sens, ça fonctionne. Dans l'autre, ça ne fonctionne pas. Et c'est très très intéressant d'avoir un expert ici qui peut expliquer pourquoi la Somalie est comme ça. Qu'est-ce que c'est l'enjeu d'aujourd'hui et qu'est-ce qui peut arriver pour nous les humanitaires dans un pays où 2 de les 3 familles depuis le Deuxième Guerre du Monde arrivent. On a juste 3 familles depuis le Deuxième Guerre du Monde mondialement. Une en Éthiopie, 2 en Somalie. Et c'est tout. Donc c'est très intéressant pour nous et je passe la parole tout de suite. Juste pour rappeler pendant 2 secondes où on travaille et ça marche. Ouais, ça oui. Où on travaille et ce qu'on fait pour ceux qui ne le sauraient pas forcément. Donc on a des programmes au Puntland là-haut. Je pense que c'est important de le préciser vu ce dont M. Prunier va parler après. Et des programmes dans le sud central, donc à Mogadiscio, la capitale, et dans la région de Bakol, El Bardé qui est à la frontière de l'Éthiopie et Hudur qui était la capitale de la région de Bakol qui est un petit peu au sud. Hudur étant vraiment une zone de conflit plus que larvée encore au sud. Et le Puntland étant une région plus stable, donc voilà, pour ceux qui ne savent pas pourquoi, vous allez apprendre dans les minutes qui suivent. J'avais mis quelques photos sur l'ordi, si vous pouvez les passer, juste pour avoir une idée pour les gens qui n'y sont pas allés. Donc pour réitérer et réinsister sur ce que Mike disait, c'est vraiment une grande chance de pouvoir avoir M. Prunier qui nous parle. C'est un des grands historiens et des grands spécialistes de l'Afrique de l'Est. Moi personnellement, c'est comme d'aucuns le savent, la région qui m'intéresse le plus, en particulier la Somalie. C'est pas si courant que ça en France d'avoir un historien en l'occurrence et qui fait de l'anthropologie historique ici, qui travaille sur cette région. C'est vraiment une chance, c'est pas quelque chose de d'origine. Voilà. Alors, je vais commencer par vous dire des choses un petit peu ennuyeuses. Parce que le problème de l'État, le problème fondamental de la Somalie, c'est qu'il n'y a plus d'État depuis le 26 janvier 1981. Et qu'il n'y en aura pas. Et que ça, il faut rentrer un petit peu, faire de l'anthropologie politique. Il n'y a pas d'autre possibilité pour comprendre pourquoi. Parce qu'il faut se demander qu'est-ce que c'est que l'État. Nous, on vit dans un monde où on trouve que c'est normal, mais il faut bien vous dire quand même qu'en France, avant le Xe siècle, il n'y avait pas d'État. Hein. Regardez, l'Empire romain s'écroule au 5e siècle, et puis vous avez eu Capet qui émerge dans le courant du Xe siècle. Ah ben, il y a un grand trou. Hein. Alors moi, je disais toujours, moi j'ai passé des années au CNRS, et je n'avais pas de cours à donner, sinon à des doctorants, donc des étudiants avancés. Je leur disais, vous voulez comprendre l'Afrique, lisez l'histoire des temps mérovingiens d'Augustin Thierry. C'est un historien du 19e siècle qui a écrit sur les siècles noirs de l'Europe, ceux dont on ne parle jamais. Parce qu'on vous dit, il y a l'Empire romain, puis après il y a le Moyen-Âge. Et le trou entre les deux, il a duré 500 ans. Ok? Bon. Et c'est dans cette période-là que tout doucement, l'État est né. Et en Angleterre, il n'est pas né avant le XIe siècle. Il faut voir le foutoir que c'était avant l'invasion normande de 1066. Bon. I'm sorry, but, you know, that's an obvious case. Nous sommes toujours en retard. No, but it was very interesting, because you were colonized by the Vikings. Yes, yeah. Qu'on appelait des Normands, Northmen entre-temps. C'était une bande de Danois et de Suédois qui avaient descendu, qui avaient conquis. Ça vous montrait à quel point c'était le bordel en France à l'époque. C'est-à-dire que ce qui était le duché de Normandie a été occupé par une bande de Danois. Bon, qui après sont allés conquérir l'Angleterre. Tout ça, c'est pas très très cohérent. Ces gens-là n'auraient pas été autorisés à siéger aux Nations Unies, si ça avait existé. Bon. Donc vous avez ce qui se passe en Somalie, c'est à peu près la France du 8e ou du 9e siècle. Okay, mais avec une différence fondamentale, et c'est pour ça que c'est beaucoup plus grave, c'est que ce ne sont pas des paysans sédentaires. L'État est né des paysans sédentaires. Prenez le seul vrai État sérieux sur Terre, c'est la Chine. Okay, bon. Ben, la Chine a été une zone d'extraordinaire densité paysanne depuis 500 ou 600 ou même 1000 ans avant Jésus-Christ. Okay,
Et c'est le plus vieil État de la Terre, et c'est le seul qui existe encore aujourd'hui. C'est inimaginable. C'est comme si on avait encore un État fondé par Jules César, bon, ou par Ramsès II. Les Chinois, c'est ça. C'est le seul État de la planète qui existe depuis 2500 ans. Bon. Enfin, il faut voir d'ailleurs qu'au départ, il y avait 18 États en Chine. Bon. Et c'est un empereur Xi qui en a fait un seul morceau. Bon. Et ça ne peut se faire que chez les paysans sédentaires. Et pourtant, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Parce que les Gaulois étaient des barbares complets. Les Romains sont arrivés, leur ont donné 500 ans de civilisation, ils sont partis, et tout est reparti en morceaux. Si vous regardez le 6e, le 7e siècle en Gaule, l'époque des Mérovingiens, justement, c'est pour ça que je disais à mes étudiants de lire ça, hein, et ben, il n'y a plus d'État, tout est parti en morceaux, il n'y a plus de fiscalité, il n'y a plus de police, il n'y a plus d'armée, vous avez des bandes de brutes qui se cassent la tête avec des haches. Bon. Et c'était ça la France du 6e, du 7e, du 8e, du 9e siècle. Bon. Donc, il faut essayer de s'abstraire uniquement de... Parce que vous, là, vous êtes dans une très mauvaise position pour comprendre ce qui se passe en Somalie. Parce que vous avez le nez dessus. C'est exactement que de vouloir regarder un film en ayant la tête sur l'écran, pratiquement. Bon, c'est pas facile du tout. Alors là, ce que je vous demande de faire, c'est 4, 5, 6 pas en arrière. Ok ? À la fois chronologiquement, culturellement, pour vous demander qu'est-ce que c'est que ce machin qu'on a en face de nous. Et la raison pour laquelle il n'y a pas d'État, parce que l'État, vraiment l'État-nation moderne, il apparaît avec la paix de Westphalie en 1648. À la suite de la gigantesque guerre civile européenne, c'était un prélude de ce que les guerres mondiales ont été plus tard, mais ce qu'on appelle la guerre de 30 ans, qui dure de 1618 à 1648, où les protestants et les catholiques se foutent sur la gueule abominablement, ravagent tout le continent, avec les pires étaient les Scandinaves. Hein, on nous dit toujours maintenant, c'est des gens merveilleux, ils sont paisibles. Les Suédois ont ravagé l'Allemagne, et les Français. À la fin de la guerre, ça a été les pires, ça a été les Français. Avec des gens qui sont des héros dans l'histoire de France. Hein. Turenne, des gens comme ça. Mais qui étaient des assassins notoires. Donc il faut relativiser énormément les choses. Et l'État moderne apparaît en 1648. Et c'est ce qu'on appelle l'État-nation. Et c'est ce modèle westphalien dont M. Henry Kissinger vient de faire l'apologie dans son dernier livre que je déteste. Bon, je déteste Kissinger aussi, mais son livre encore pire, parce qu'il fait l'apologie de l'État-nation, il dit c'est merveilleux, c'est formidable, ça nous a donné la prospérité, George Washington, Joseph Staline, que des gens bien. Bon. Donc, il y a un problème, si vous voulez, qu'est-ce que c'est que l'État? Puisque là, on parle d'un pays où il n'y en a pas. Et où non seulement il n'y en a pas, mais il n'y en aura pas. Et c'est là le problème de ce modèle westphalien qui plaît tellement à M. Kissinger, c'est que quelles sont ces conditions d'établissement? D'abord, la première chose, les gens ne bougent pas. C'est des pecnos, ils sont là, ils cultivent, et ça c'est ce qu'il y a en commun entre la Chine et l'Europe occidentale, des paysans. Alors les pays où ça bouge, que ce soit les Mongols, les Maasai, les Indiens de l'Ouest américain avant l'arrivée des Blancs, les Somalis, les Arabes de l'Arabie anté-islamique, bon, la période de la Jahiliya, bon, ah ben ça, non, il n'y a pas d'État. Il n'y a pas d'État. D'où d'ailleurs tout le problème du prophète Mohammed, qui a essayé de créer un État à partir de la religion, en essayant, sédentarisme et nomade. Good luck. C'est pour ça d'ailleurs que le monde musulman est toujours dans un merdier total par rapport à la question de l'État. Et là, on le vit concrètement aujourd'hui, en ce moment. Et alors là, non seulement c'est des nomades, mais eux, ils sont toujours en pleine jahiliya. Hein? C'est-à-dire que la conception islamique de l'État, c'est-à-dire le califat disons par raccro, parce qu'il n'y a pas autre chose, je comprends totalement Daesh et M. al-Baghdadi. Hein. Ça ne veut pas que j'approuve, mais je le comprends très bien. Il essaye de faire la seule chose que peuvent faire les musulmans vis-à-vis d'un État. Il revient au calife bien conseillé, good luck. Mais
la Somalie, justement, is missing on all levels. All levels. Ce sont toujours... Ah oui, excusez-moi, je suis canadien, donc je parle un peu anglais, des fois ça m'échappe. Si ça vous dérange, vous levez la main en disant « j'ai pas compris ce que vous avez dit ». Il a déjà l'habitude. Et là, vous avez un peuple de nomades, musulmans pré-califaux, qui n'a jamais connu une forme d'État indigène. Jamais. Alors là, vous aurez quelques historiens qui vont vous dire c'est pas vrai, il y a eu des États, et c'est vrai. Vous n'avez pas un petit marqueur ou un bâton ou quelque chose où je puisse monter sur un carte? Non, il n'y a rien. Un marqueur électrique ou un bâton? On peut essayer de vous... Allez-y. Ça marche? Ah bah c'est bien. Oui, j'ai vu un truc. Il y a une petite marque. Oui, ça va. C'est le bouton du haut. D'accord, ok. Bon, vous avez ici, vous voyez là, c'est intéressant. Vous marquez ici, hein, et puis alors il y a d'autres trucs, genre Eil, et puis là, Bossasso, bon. Pourquoi tous les États sont sur la côte? Toutes les villes, pardon, excusez-moi. Parce que vous aviez des cités-États, sur le même modèle par exemple que les cités-États grecques ou phéniciennes au Liban. Ça c'est un modèle qu'on a connu aussi en Europe, par exemple Brême, Hambourg, Lübeck, c'était des cités-États européennes. Venise, c'est une cité-État européenne. Bon, ce sont des machins basés sur le commerce. Et donc c'est toujours au bord de la mer. Toujours. Okay. Et ça, ce que vous voyez là, ce sont des traces de cités-États. Il y en a d'autres dans le nord, hein, Bossasso aujourd'hui, c'est là où tout le monde va se noyer en mer Rouge, avant d'essayer de se noyer à Lampedusa. Ça, ce sont des cités-États qui étaient habités par des gens qui étaient dans le grand système du commerce somali. Pardon, excusez-moi, Swahili. Hein, ça n'a rien à voir. Les Swahili n'ont rien à voir avec les Somalis, sauf qu'ils sont voisins. Et ce système Swahili qui tournait dans tout l'océan Indien, dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire il remontait comme ça, il allait à Socotra, après il allait à Oman, après il allait à Bandar Shah, après il descendait à Bombay, puis alors là il y avait le grand trou jusqu'au nord de Madagascar, et puis on remontait ensuite sur le nord de ce qui est aujourd'hui le Mozambique, et puis la côte kenyane, la côte tanzanienne, Zanzibar, Kenya, et puis ça recommençait comme ça tournait. Bon. Ces gens-là étaient multinationaux. Les Swahili, c'est des gens qui racialement sont un mélange d'arabes et de noirs africains. C'est quand, après la prédication du prophète, ils se sont répandus sur les côtes de la mer Rouge, ils sont descendus comme ça, bon, et ils ont épousé des femmes locales, et puis bon, ils se sont mélangés. Et la langue swahili, d'ailleurs c'est très intéressant, c'est un mélange de langue bantoue et d'arabe. Hein. Et ces gens-là ont monté un gigantesque système commercial à travers tout l'océan Indien, qui allait jusqu'en Inde et qui revenait ensuite le nord de Madagascar, la côte africaine. Et ça a duré jusqu'au XVIe siècle, quand la civilisation est apparue, c'est-à-dire que les Portugais sont arrivés avec des canons, ils ont tué tout le monde. Ça a été un homme abominable qui s'appelait Vasco de Gama, qu'on vous présente dans l'histoire européenne comme étant un homme formidable qui a fait des grandes découvertes, etc. C'était un assassin de masse qui a cassé tout le commerce swahili de l'océan Indien. Puis après, il a dit, bon, c'est à nous maintenant, les Portugais, on récupère. Mais cette culture swahili avait essaimé avec des petites villes commerçantes partout, et notamment en Somalie. Mais ce n'étaient pas des Somalis. Les gens qui étaient là étaient des Swahilis, c'est-à-dire plus tout ce qu'ils ramassaient dans leurs coups de balai à travers tout l'océan Indien. Il y avait des Indiens, il y avait des Arabes, il y avait des Persans, il y avait des Noirs africains, et beaucoup de gens qui étaient un mélange de tout ça. Et la langue, d'ailleurs, c'est absolument passionnant quand vous apprenez le Swahili, si vous êtes un peu, vous commencez à regarder l'étymologie des mots, c'est incroyable. Et les derniers mots qui sont arrivés sont horriblement du portugais. Hein? Vous dites, ben oui,
bandera pour un drapeau. C'était liwa autrefois, évidemment, en arabe. Mais vous avez des mots de portugais, parce que c'est les derniers à s'être mélangés à tout ça, mais ils l'ont fait de manière fort brutale. Et donc, ces traces d'État que vous voyez là, ne sont pas Somalis. Ce pas des Somalis. C'est des gens qui étaient dans ce système commercial de l'ensemble de l'océan Indien. Et alors là, oui, vous avez, bon, ben, d'accord, mais c'est comme si vous dites Sparte, et c'est l'électorat actuel de la Grèce. Non, c'est un machin qui existe. Ou Venise, c'est l'Italie. Ben non. Ouais, ou par exemple, Carthage, c'est la Tunisie. Ben non. Ce sont des corps étrangers liés à un commerce multinational et avec un personnel, lui également multinational, multiculturel, etc. Et ça a duré très longtemps. Ce commerce de l'océan Indien, il a duré 700 ou 800 ans avant que les Portugais arrivent et cassent tout. Bon. Donc, il n'y a pas d'État somali. Et pourquoi il n'y a pas d'État somali? Voilà, j'ai parlé combien de temps déjà? Non, mais ça c'est épouvantable parce que je pourrais vous parler une journée entière. Et ben oui, je suis arrivé là-bas en 72, donc évidemment, je connais un peu, j'aime bien tout ça, alors on se laisse emporter. Ah oui, 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 oh là, vous savez, ma voix est beaucoup plus forte. Donc, il n'y a pas d'État somali. Et pourquoi il n'y a pas d'État somali? Et là, il faut quand même faire intervenir la notion de clan. Et alors là, on revient à toute l'histoire de ces tribus nomades, je vous répète, hein, c'est des gens qui ont perdu la grande guerre de l'histoire. Parce que la guerre de l'histoire, elle était entre les nomades et les sédentaires. Et les sédentaires ont gagné. Okay, qu'ils soient chinois, européens. Et regardez comment les Blancs ont gagné en Amérique du Nord. Ils ont tué tous les Indiens qui, eux, étaient des nomades. Pas tous. Hein. Les Indiens de la côte, bon, les gens comme les Iroquois, eux étaient des sédentaires. Mais l'immense masse l'immense masse, il devait y avoir 2 millions d'habitants en Amérique du Nord, mais la masse des Indiens étaient des nomades. Comme les Arabes anté-islamiques, comme les Mongols, et comme tout un tas de tribus en Afrique, par exemple les Fulani, on appelle Peul dans d'autres endroits, les Maasai en Kenya, en Tanzanie, bon, et nos amis somalis. Et puis quelques autres aussi qu'on oublie toujours, mais qui ont exactement la même structure sociale, comme les Afars. Vous avez entendu parler des Afars? Un petit peu, quand même, ouais. Ben, ils sont là, ils sont pas loin, hein, les Afars, ils sont là. Et ils sont partagés entre l'Érythrée, l'Éthiopie et Djibouti. Mais c'est exactement la même structure sociale que les Somalis. Il ne faut pas croire que les Somalis sont une monstruosité. Ils sont quelque chose de bizarre, parce que vous n'avez plus aujourd'hui un État de Sioux ou de Araparo. Hein. Bon, les Américains ne permettent pas ça. Ils disent non, il y a Iowa, Nebraska, but not Sioux and Araparo. Mais vous n'avez pas non plus un État mongol. Alors vous avez un machin qui s'appelle la Mongolie, mais ça n'a vraiment aucun rapport avec ce qu'était la vraie Mongolie, des vrais nomades mongols. C'est pas Gengis Khan. C'est pas les... Et la Somalie a la particularité étonnante qu'on a essayé de construire un État sur un machin qui n'était pas fait pour ça. Qui était quelque chose qui avait sa logique, puisqu'encore une fois, les nomades, il y en a eu dans le monde entier, mais là, il n'y a pas d'État basé sur des nomades. La Somalie est le seul. On oublie la Mongolie, même s'il y a ce nom sur la carte, si vous y allez, vous verrez qu'à l'intérieur, ce n'est pas du tout les descendants des Huns et de Gengis Khan et de Tamerlan et de tous ces gens que nous avons vus comme visiteurs à certains moments en Europe. Visiteurs un peu brutaux. Les nomades sont brutaux. C'est pas... si certains d'entre vous travaillent en Somalie, vous avez dû vous en rendre compte, c'est pas des enfants de cœur, et on tue un homme avec autant de facilité qu'on boit un verre d'eau. Et c'est pour ça qu'il faut être un peu prudent dans la région. Mais pourquoi est-ce que le clan s'est substitué à une structure étatique? Parce que le clan offre 80% de ce qu'offre l'État. Alors quoi?
D'abord, il vous offre une identité. Parce que vous avez tous dans vos poches des passeports, des cartes d'identité. Ben oui, mais le clan marche comme ça. Il vous donne une identité. Et vous commencez... Alors, pourquoi le clan? Parce que c'est basé sur la généalogie, et que la seule chose dont on est sûr avec un être humain, c'est qui est mon papa, qui est ma maman. Mon papa, on n'est pas toujours sûr. Maman, on est vraiment sûr. Bon. Étant donné que non, on est très dur avec les disons, sexual dilemmas. Comment on dirait ça en français? Les excursions sexuelles non matrimoniales. En général, on est à peu près sûr de papa aussi. Bon. S'il veut une autre femme, il en prend une autre, puisqu'il peut en avoir jusqu'à 4. Et donc, ça, la généalogie, c'est du sérieux, c'est du solide. Je sais qui est papa, je sais qui est maman. Et après ça, le papa de papa, la maman de papa. Le papa de maman, la maman de maman. Et vous commencez à apprendre ça quand vous avez à peu près 3 ans. Ça commence à cette hauteur-là. Et c'est votre mère qui vous enseigne ça. Et elle vous donne la généalogie de papa aussi. Il faut être honnête. Parce qu'on est parfois mariés entre clans. Donc, c'est pas automatiquement sa généalogie à elle. Alors, je parle de sous-clan, parce qu'il y a une arborescence. Hein. Bon, moi, ceux que je connais le mieux, c'est les gens du Nord. J'ai même, un moment, je me suis retrouvé combattant dans la guérilla du Nord contre Siad Barré en 90. Je connais bien les Isaac. Et si vous êtes Habrawal, Habjalo, Arab c'est pas arabe, c'est un clan, arabe. Vous savez ce que vous êtes, mais vous pouvez très bien avoir un papa qui est Habrawal, et puis une maman qui va être Habjalo. C'est tout à fait possible. Et la maman, elle enseigne la généalogie des deux côtés. Et voilà, ton papa, il est comme ça. Et on remonte à facilement 30-40 ancêtres. Et moi, je me rappelle quand on fusillait les prisonniers pendant la guerre, on leur demandait leur généalogie avant de les fusiller. Parce qu'il fallait savoir. Parce qu'il y avait des Marehan, il y avait des Dolbarante, ça se fusillait. Bon. Mais il y avait, par exemple, des gens comme des Majertines qui étaient dans l'armée de Siad Barré. Or, les Majertines, on les aimait bien, on les fusillait pas. Donc, il y avait des interrogateurs qui connaissaient la généalogie et qui disaient aux gars, toi, tu dis pas que t'es Marehan? Mais t'es Marehan. Allez, alors donne-moi ta généalogie. Alors, le gars, il commençait, non, je suis Majertine. Alors, il commençait, mon grand-père, puis alors, à troisième degré, il commençait à bafouiller, il dit, ah oui, alors c'est quoi le grand-père de ton grand-père? Oui, ça je me rappelle pas bien. Allez, fusillé. Et vu d'ailleurs ce qu'avait fait l'armée de Siad Barré dans la région, c'était un petit peu compréhensible. Parce que l'armée de Siad Barré faisait la même chose de l'autre côté. Donc, la généalogie, c'est une police d'assurance. Je sais qui je suis et je sais qui me protégera si ça ne va pas. Et ça va très loin, parce que, bon, le vrai droit, c'est ce qu'on appelle khair. Khair, c'est la loi du clan. Et d'un clan à l'autre, on n'a pas la même. Bon, parce que, par exemple, là, vous avez en gros la zone Hawiye, toute la famille des clans Hawiye. Bon, là, vous avez les Rahamouin. Là, vous avez la poussière. Alors là, il y a 50 clans. Quand on arrive ici dans le Jubaland, un cochon, il n'y a pas c'est petit. Même des fois, j'ai vu 2 gars du même coin se demander l'un à l'autre quel clan, l'autre lui dit je suis tel clan, il dit ah bah ça j'ai jamais entendu parler. Alors qu'ils sont à 50 km l'un de l'autre, hein, c'est incroyable. Mais là, vous avez des grandes masses. Ça, c'est les Haouillés, ça, c'est les Haramoués, ça, c'est les Majertines, bon, qui descendent un peu jusque-là. Le Puntland, vous l'avez fait un peu gros. Hein. Oh là, je vous signalerai aux autorités de Sasso, vous êtes un petit peu revendicateur. Et les Haouillés, ça va d'accord. Et puis là, vous avez un Somaliland que vous avez fait aussi un peu plus gros, parce qu'en fait, il y a un autre État qui s'est développé ici, qui ne figure pas sur votre carte, c'est Khatoumo. Khatoumo, c'est un machin qui est un peu Majertine, mais en fait, les gens eux-mêmes, c'est des Wassangeli ou des Dolbarante. C'est-à-dire que ce sont des darons d'une famille ou de clan très vaste, et ce sont des gens qui, pendant la guerre, étaient du côté de Siad Barré contre les Isaac,
qui avaient leur guérilla SNL. Et donc ils ont refait un autre État ici, qui est ni le Puntland ni le Somaliland. Et ça va être des problèmes parce que c'est la zone en plus où il y a du pétrole. Alors là, la prochaine guerre en Somalie, ça sera la guerre du pétrole. Parce qu'il y a du pétrole dans plein d'endroits. Et totalement pas exploité, parce que Siad Barré avait donné des concessions. Oh oui, oh bon. Les gens du fond, si j'utilise pas le micro, ils m'entendent pas? Ici, non. Ah bon, d'accord, ok. Oui? Ici, on n'entend pas. Ah non, je croyais que vous vouliez poser une question. Ah oui, puis alors là, bah, évidemment, je montre sur une carte, il faut que je monte sur l'autre. Donc là, le Khartoum, c'est un État en plus qui est apparu ici. Et donc, et qui est formé avec des Dolbarante et des Warsangeli. C'est-à-dire des gens qui sont ni les Isaacs qui forment la masse du Somaliland, ni des Majertines qui forment 95% du Puntland. Mais chaque clan, c'est pas le comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, hein. C'est pas le Führerprinzip, c'est pas du tout cohérent. Il y a un sous-clan, un autre sous-clan, un autre petit sous-clan. Et vous parlez à deux Somalis, il dit, bah lui, il est de tel clan. Et le gars en question, il dit, mais non, moi je suis pas de ce clan-là. Mais si, puisque tu habites à tel endroit. Ah non, 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 c'est pas du tout, ça t'as écouté des histoires, c'est de la salade. Et vous vous rendez compte que quand vous descendez dans l'organigramme, bon, au départ, vous avez 5 familles de clans. Okay, quand vous descendez en dessous des 5, vous avez une vingtaine de grands clans. Si vous allez tout en bas, et alors là en bas personne ne sait plus, même les Somalis, vous en avez 400, 500. Okay, ça c'est la réalité au niveau tout en bas. Et alors dans certains endroits, il n'y a pas de famille de clans. Vous voyez, quand vous êtes ici, bon, ben, c'est pas comme les Haouillés, par exemple. Les Haouillés, ils occupent tout ça. Hein. Alors évidemment, ils s'engueulent entre eux. Mais c'est quand même tous des Haouillés. Alors d'ailleurs, la manière, la solidarité clanique, c'est, bon, lui, il est de mon clan. Bon, elle nous attaque. Bon, je suis avec lui. Bon. Mais, par exemple, je me dispute avec lui. Et puis, bon, je me réconcilie avec elle. Et puis elle a à côté d'elle quelqu'un qui est d'un autre sous-clan. Ah bon, ben, je vais m'entendre avec eux. Et puis après, ben, je vais me battre avec lui. Eh ben oui, puisque j'ai fait ami-ami avec vous, eh ben, je vais me battre avec lui. Et alors, c'est ça qui est absolument infernal dans la tentative de gouvernance des Somalis. Et ça me rappelle un excellent lieutenant des King's African Rifles qui s'appelait Gerald Hanley, qui en 1941 était rentré en Somalie avec l'armée anglaise, et ils ont attaqué depuis le Kenya. Et puis il avait lui son orderly, l'homme qui s'occupait de lui, comme un sous-officier s'occupe d'un officier. Et puis il lui dit, fais gaffe, parce que maintenant on est chez les Somalis. Et lui c'est un Kikuyu, bon, un Kenyan Kikuyu. Alors il lui dit, mais pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont ces Somalis? Lui, il n'était jamais venu là. Et il lui dit, oh, here is very bad. Every man his own sultan. Et alors, parce que les Kikuyu, c'est quand même une ethnie assez hiérarchisée. Il y a le chef, le machin, le sous-chef. Et il dit, here, every man his own sultan. Et au bout d'un moment, Henley, il dit, oh merde, il avait raison. C'est-à-dire qu'il se rend compte qu'il parle avec l'un, l'autre lui fait une promesse qui n'est pas tenue, parce qu'il dit, celui qui est censé exécuter la promesse, il n'est pas de mon clan, moi je ne suis pas responsable pour lui, etc., etc. Alors quand vous êtes une armée en campagne, parce que les Italiens, bon, l'armée, elle était pas mal déglinguée, elle n'avait plus aucun soutien d'Europe, mais enfin, quand même, ils avaient une armée européenne qui se battait à peu près, et ils essayaient d'utiliser les Somalis comme auxiliaires. Or, les Somalis étaient tout à fait d'accord pour virer les Italiens, mais ils n'y arrivaient pas. Parce qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord les uns avec les autres. Et par exemple, les grandes révoltes anti-italiennes qui venaient des Majertines dans les années 20, ça avait échoué complètement, non pas seulement parce que l'armement des Italiens était meilleur, mais aussi parce qu'ils se disputaient tous entre eux. Et oui. Alors moi j'ai une question par rapport justement au conflit. Quand vous avez pris l'exemple, vous êtes amis avec lui et puis vous vous fâchez, etc. Quelles sont les causes principales qui est justement du conflit entre les différents clans et qu'on passe d'un clan à un autre? Alors, il faut voir à quelle époque on parle.
Si vous parlez dans la société somalie traditionnelle, c'est par ordre d'entrée en onde, l'herbe, les pâturages, l'eau, le chameau iwakwa et les femmes. Elle a promis qu'elle allait épouser un tel. Bon, après, elle a changé, elle trouve que ce gars-là, il est plus sympa. Elle a rompu ses jeux de mariage, ses vœux de mariage. Et à ce moment-là, le clan du garçon, de l'homme qu'elle devait épouser, vient se plaindre aux parents de la femme. Et alors, on cherche à contraindre la femme, qui, elle, a trouvé un chéri ailleurs entre-temps. Et à ce moment-là, elle essaye d'utiliser les membres du clan de son nouveau chéri contre les membres du clan auxquels on l'avait promise. Voilà. Alors ça, les histoires de femmes, c'est abominable. Abominable. Parce que... Mais non, mais on veut marier les filles à 14, 15 ans. Bon. Et alors, elles divorcent, elles foutent le camp, elles se tirent. Parce qu'au bout d'un moment, elles sont avec un mec à 50 ans, 60 ans, elles ont 15 ans. Puis elles trouvent un petit gars là, qui a plutôt 25 ans, qui a l'air plus sympa. Elle dit, mais je veux celui-là. Bon. Et alors là, boum, alors là ça finit avec 250 morts. À la mitrailleuse lourde. Ça sous-entend que la femme somalienne est très libre, très émancipée. Pardon? Ça sous-entend que la femme somalienne est libre, émancipée. Oui, et alors là, c'est un des trucs qui est le plus frappant dans la région. Région que je connais bien, je suis marié avec une, pas une somalienne, une soudanaise, mais c'est pareil. C'est soi-disant. Mais oui, parce que tout ça, c'est du musulman qui a l'air bien poli, bien gentil et tout. Elles sont explosives. Il ne faut absolument pas se prendre à ce jeu. Et alors, évidemment, comme tous les gens faibles, ils se courbent pour mieux contourner l'obstacle. Et puis après, ça refait surface ailleurs, et là, ça pète. Et c'est exactement pareil avec les Éthiopiennes. C'est toute la région. Et il y a des femmes, elles ne sont pas libres, si vous voulez, titulairement. C'est-à-dire que, par exemple, je vous donne un exemple, Mohamed Abdoulaye Hassan, qui était le grand leader nationaliste somali contre la colonisation anglaise et éthiopienne, dans ses troupes, il avait des femmes armées à cheval. Ça a été l'horreur. Une femme qui montait pas en Amazon, hein, les jambes écartées, bon, et avec un flingue. Alors là, c'était l'horreur. Il avait violé vraiment un tabou. Mais lui, il trouvait ça assez marrant parce que ça faisait un effet de propagande. On aurait dit, à l'époque, on ne disait pas ça en 1910, mais il y avait évidemment des relations publiques, propagande, etc. Ça marchait bien. Et donc, il utilisait ça. Mais statutairement, par exemple, la poésie, parce que les Somalis sont des poètes absolument fabuleux. Ils passent leur temps à composer des poèmes. Et moi, quand j'ai été brièvement obligé de me joindre à cette guerre, parce que je voulais sortir de Somalie, j'y arrivais plus, j'étais dans un Technicolor, là vous savez, ces Toyota qui sont coupés, et bon, moi j'étais le mitrailleur à l'avant, puis il y avait un gars derrière avec le 105 sans recul, et l'homme de base de notre équipe, nous étions 9 dans le Technicolor, c'était le poète. Alors j'ai dit, oui, mais il fait quoi lui? Ah, mais tu sais rien, lui, tu lui donnes un flingue, il se tire une balle dans le pied, mais par contre, il est fabuleux. Et alors le type, c'était très romantique, il se mettait debout en s'accrochant à l'affût du canon, il avait son écharpe blanche qui volait dans le vent, il déclamait des poèmes. J'avais l'impression d'être dans l'Homère ou l'Odyssée, c'était carrément, bon, c'était l'Iliade ou l'Odyssée d'Homère. Bon. Et ça, c'est très important. Et le poète, il a un statut très fort, il n'y a pas de femme poète. Et les poètes avaient dit que les femmes qui combattaient dans l'armée de Mohamed Abdoulaye Hassan, c'était pas bien, c'était vraiment pas bien. Et en même temps, vous avez une sous-conversation, un sous-discours que j'ai découvert en Somalie, de femmes qui racontent les poèmes qui ont été écrits à propos de ces femmes-là. Faut pas sauter aux conclusions, on a beaucoup de contradictions. Par exemple, dans l'héritage, la femme n'hérite que la moitié de la part de l'homme. C'est pas du tout quelque chose qui est institutionnalisé, mais ça repart. Je veux dire, il y a toute une reprise de pouvoir de la femme dans les couloirs, j'oserais dire, qui n'est pas officielle, mais qui est réelle. Bon, là on est... Alors, autre chose, pourquoi le clan? Bien sûr, c'est, comme j'avais dit, la carte d'identité, le groupe de solidarité. Il n'y a pas de police quand il n'y a pas d'État. C'est votre clan qui fait la police. Donc, dans le réel, tout est codifié, puisque
puisqu'ils se battent tout le temps. Ils sont toujours battus, ils continueront à se battre éternellement. Jusqu'au moment où ils auront construit des espèces de tours, machin, et il y aura des ascenseurs. Ça arrivera peut-être en 300 ans. Mais jusque-là, ils continueront à se battre. Et donc, dans le khayr, tout est codifié. Un homme me crève un œil, ça lui coûte tant. Il me coupe la main, ça lui coûte tant. Il me coupe seulement 2 doigts, ça lui coûte nettement moins. Ça lui coûte nettement moins. Il m'arrache une jambe, ça c'est cher. Et s'il me tue, ah bah là on va dans les 150 chameaux. Puisque comme il n'y a pas de monnaie, tout est payé en chameaux. Mais par exemple, pour 2 doigts, oh, ça va être du 5 chameaux à peu près. Un œil, c'est quand même plus embêtant, ça va faire du 40-50 chameaux. Donc tout est codifié dans le khayr. Et qui fait appliquer? Alors les Anglais, qui étaient beaucoup plus intelligents que les Italiens dans leur approche, parce que les Italiens, ils avaient un problème. Leur État lui-même, il n'était pas solide du tout. Il était tout neuf. Et bon, il datait de 1870. Et donc, je vous conseille de lire, si jamais vous avez le temps, le texte que j'ai écrit pour comparer la colonisation italienne et la colonisation anglaise. Pour ceux qui ne sauraient pas, vous pouvez montrer qu'est-ce qui était anglais, qu'est-ce qui était italien? Ah oui, alors, oups, attendez, ouais, c'est ça. Alors, les Italiens avaient tout ça. Tout ça. Somalia italiana, tutto questo. Et les Anglais, la British Somaliland, ils avaient que ça. Et puis alors eux, ça ne les intéressait pas du tout. Les Anglais, ils n'avaient rien à foutre de la Somalie. Et le résultat, j'ai que 10 minutes, c'est ça qui reste. Le résultat, c'est que ça marchait beaucoup mieux. Parce que moins vous vous souciez des Somalies, mieux ils fonctionnent. Et alors, si vous voulez les gouverner, il n'y a que la méthode Siad Barre, vous fusillez tout le monde. C'est ça ou l'anarchie clanique. Il n'y a rien entre les deux. Il n'y a pas de tradition étatique. Et d'ailleurs, Siad Barre, il avait compris fusiller tout le monde. Jusqu'au moment où on l'a fusillé, lui. Enfin, il a réussi à filer au dernier moment, mais son gouvernement s'est fait liquider. Bon. Et pourquoi? Parce que... Et alors pourquoi ça marche mieux au Somaliland que dans l'ex-Somalia italienne? Parce que les Anglais, comme ils s'en foutaient, avaient monté des tribunaux mixtes avec le British Common Law et le khayr. Et les district commissioners anglais avaient des tribunaux. Or, le seul truc de l'État qui sert un peu à quelque chose chez les Somalis, c'est la justice. Et avec les Anglais, ça marchait très très bien. Parce qu'ils ne cherchaient pas à imposer une quelconque loi anglaise. Alors, quand il y avait des problèmes, parce que je dis que le khayr, il dépend du clan. Si moi je suis de tel clan, lui il est d'un autre clan, il a son khayr, moi j'ai le mien. Et alors, qu'est-ce qui se passe s'il y a un conflit entre les deux? On ne sait pas quoi faire. Et bien justement, l'anglais est là. Et il dit, but by the British common law, we could perhaps strike a bargain between the two. Hein? Et c'est ça, parce que c'est typiquement britannique. Autant la colonisation italienne montrait à quel point les Italiens étaient malades de leur propre État, autant les Anglais, qui sont les parents de la démocratie et de l'équilibre politique dans le monde, arriver à gérer les Somalies. Et arriver à gérer les Somalies, c'est quand même pas rien. Il n'y a pas de tradition étatique, il n'y a pas de droit reconnu, tout le monde appartient à un clan, dit merde à l'autre, et est prêt à lui couper tout ce que je pense. Bon, gérer ça, ça demande un peu de doigté, n'est-ce pas? Les Italiens, c'était le désastre. Parce qu'ils ont dit tutto quasi, così, non c'è niente di più, et bon. Et le gars que Mussolini avait envoyé dans les années 20, il a été obligé de le rappeler lui-même, comme je le disais en bavardant avec des gens de votre organisation, parce qu'il disait questo uomo una fama di macellaio. Il a une réputation de boucher. Et quand Mussolini disait ça d'un homme, c'est vraiment qu'il était méchant. Bon, donc c'était tout le contraire de ce que les Anglais ont fait. Et bien aujourd'hui, et bien vous regardez la Somalie, vous allez à Hargeisa et vous êtes à Genève. Moi j'ai couvert les dernières élections quand Silanio a été élu en 2010. Il n'y a pas eu un coup de feu. Le président qui se présentait a perdu.
Silagno, qui était l'opposition, a gagné, ils se sont serrés la main et ça a été la fin de l'histoire. C'est tout. Donc, quand on nous dit les Somalis sont ingérables, je ne sais pas, pour des raisons biologiques ou je ne sais quoi, c'est de la connerie. Parce que pourquoi ils seraient gérables au nord et pas au sud? Il y a un problème. Et tout le problème tient autour de l'organisation. C'est-à-dire que le Somaliland n'a pas du tout essayé de faire un État modèle ciel barré. Pas du tout. Sinon, d'ailleurs, ça serait exactement la même chose qu'au sud. Ils ont monté un système qui a intégré les clans dans l'État. Et vous avez ce qu'on appelle le Gurti. Gurti, c'est un sénat clanique. Alors vous avez deux chambres. Hein. Il y a une chambre classique avec one man, one vote, qui a des députés. Et puis vous avez le Gurti qui n'est pas élu. C'est les anciens des clans qui se cooptent les uns les autres. C'est-à-dire que chaque clan, bon, on dit par exemple, c'est en gros démographique, hein. Par exemple, les Habjalo qui sont beaucoup plus nombreux, si vous regardez par exemple les Idagalei, qui sont un petit clan Isaac, ils n'ont pas beaucoup de représentants au Gurti. Les Habjalo, qui sont le plus gros des clans Isaac, ils en ont beaucoup plus. Mais ça va, on a à peu près... Bon. Et à l'intérieur de chaque famille clanique, ils se cooptent. C'est-à-dire, bon, c'est des messieurs, âge moyen 75 ans. Hein. Bon. Donc ça meurt quand même assez fréquemment. Ben, c'est pas grave, dès qu'il y en a un qui meurt, ils se réunissent ensemble, et puis ils disent, bon, ben, celui qui va reprendre le siège, alors ils s'engueulent. Ça dure, je ne sais pas si vous avez, est-ce que vous avez jamais assisté à un shir, ce qu'on appelle shir, c'est comme shura chez les Arabes, le conseil tribal. Ça n'en finit pas. Ils sont presque aussi bavards que moi. Et c'est épouvantable, quoi. Moi, j'ai assisté à des shirs, au bout de 15 jours, je disais, bah, écoutez, je voudrais bien m'en aller, s'il vous plaît, parce qu'ils n'avaient toujours pas abouti à un résultat. Ça faisait 15 jours qu'ils discutaient, du matin au soir. Et le lendemain, on recommençait. Mais, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le bon côté. Le bon côté, c'est que vous arrivez à un consensus. Et finalement, le monsieur qui est mort, et puis les autres, les vieux, ils se réunissent, ils disent, on va remplacer son siège. Ils peuvent s'engueuler pendant 8 jours, 10 jours, 15 jours. Et puis à la fin, il y en a un qui émerge, et on dit, tout bien raisonné, c'est lui. Et ça marche. Parce que ce Sénat clanique a intégré, et par exemple, je vous donne un exemple, quand j'étais en 2010, c'est la dernière fois que j'y étais, là, je vais y retourner dans quelques temps, mais quand j'étais en 2010, il y avait Daher Yalekahin, le président, il voulait faire un coup d'État, comme tout bon chef d'État africain qui se respecte. Regardez le pouvoir. Regardez Kabila au Congo, regardez Kagame au Rwanda, tous les gars, Museveni au Rwanda, bon, Sassou Nguesso au Congo-Brazza, il faut les pousser, les foutre dehors. Quoi. Les chefs d'État africains aiment tellement le pouvoir qu'ils n'ont aucune raison de le quitter. Et là, il voulait faire son coup d'État aussi. Mais les vieux du Gurti, de son clan, parce que lui, il était oh, zut, j'ai oublié là tout de suite, mais ça va me revenir. Gadaboursi, il était Gadaboursi. Les Gadaboursi, c'est les gars qui sont le plus... parce que la majorité du Somaliland, c'est des Isaac. Les Gadaboursi, ils sont là, à la frontière de Djibouti, là. Okay, et ils voulaient faire un coup d'État. Les vieux du Gurti lui ont dit non, tu fais ton coup d'État, on ne te soutiendra pas. Or, rappelez-vous ce que j'ai dit. Il n'y a pas de police. Et la police, c'est votre clan. Donc, si vous voulez avoir une action politique un peu originale, surtout un peu délinquante, vous avez intérêt à ce que votre clan vous soutienne. S'il ne vous soutient pas, vous êtes foutu. Eh ben lui, c'était un bon Somali. Il a dit, vous ne voulez pas que je fasse un coup d'État? Bon, on aura des élections. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Oui. Et alors, moi, du coup, j'ai une question vis-à-vis de la situation actuelle, où la communauté internationale tente coûte que coûte de réinstaller ou de mettre en place effectivement une autorité étatique, on va dire, et ça passe par effectivement le projet de constitution fédérale. Et je voulais savoir votre point de vue sur effectivement les chances d'aboutissement d'une constitution fédérale qui peut-être effectivement est un entre-deux entre un État-nation et puis effectivement arriver à trouver un consensus entre différents clans ou différentes ethnies. Voilà, j'aimerais avoir
sur les chances Pas différentes ethnies. Hein. Oui, de clan. Oui. C'est une société homogène, tout le monde est racialement la même chose, parle la même langue, tout le monde est musulman. C'est justement l'énorme différence avec les tribus africaines. Et les gens ont tendance à raisonner sur le problème clanique comme ils raisonneraient par rapport aux tribus. C'est totalement différent. Une tribu, c'est un micro-État-nation. Micro. Mais des fois, c'est gros. Hein. Bon, si vous voyez les Bas-Congo dans l'ouest du Congo, c'est quand même musclé. Hein. Bon. Et puis ils sont même jusqu'en Angola. Bon. Mais ça, c'est pas du tout la même chose. Et alors, pour répondre à votre question, c'est mal barré. Et pourquoi c'est mal barré? Parce que Cheikh Mahmoud est un centraliste honteux. Il ne l'admet pas, mais en fait, il veut restituer un État centralisé, modèle européen et modèle musclé. Parce que bon, tous ces gens qui l'entourent, les Damed Jadid, toute cette bande de couillons là, qui arrivent de Londres avec leur costard flambant neuf, c'est le parti conservateur britannique Black. Hein, c'est clair. Quand je connais bien les gens de Damed Jadid, c'est une secte musulmane fondamentaliste, très clean, très bien. Ils ont plein de gens qui ont été à Oxford, ils sont super copains avec Cameron. Il n'y a aucun problème. Et ces gens-là, ils veulent faire justement leur rêve, c'est l'échec du référendum écossais. Hein. On va y arriver, on fera la même chose que les British. D'ailleurs, on est British. J'ai même rencontré des gens qui ne parlaient pas somali. Hein. Ils étaient tellement British qu'ils étaient nés en Angleterre et ils me disent « Oh, my Somali is not very good, but I'm improving. » C'est vraiment un problème. Parce que là, on a un truc qui est foireux. C'est-à-dire, on présente un truc à la communauté internationale, mais vous ouvrez l'emballage, à l'intérieur de la boîte, c'est pas ça. Il y a autre chose. Et justement, surtout pas faire ce qu'on a fait au Somaliland. Surtout pas. On veut un État. Alors, on vous dit, vous avez un État fédéral avec un conseil local, mais c'est pas vrai. Alors, vous l'avez, mais il ne marche à l'heure actuelle qu'avec la MISOM. Et avec les flingues des Ougandais et des Burundais et des Éthiopiens qui, eux, jouent leur propre jeu. Mais ça, c'est pas possible. Comme disait le grand révolutionnaire français, Danton, il dit on peut tout faire avec des baïonnettes sauf s'asseoir dessus. Et là, c'est vraiment le problème. Oui, bon, je sais que là, le monsieur, il me dit que c'est trop long, il faut que je m'en aille. Non, on veut bien que vous restiez. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Que les Shabab aient réussi à s'imposer? Ah, voilà. Eh bien, les Shabab, ils ont essayé de faire avec l'islam ce que Siad Barre a essayé de faire avec le communisme. C'est-à-dire, si vous voulez, ou ce que Del Valle Cismon a essayé de faire avec le fascisme. Le pire, c'est que les Italiens sont revenus en 1947. Toutes les chemises noires étaient de retour. Et les Nations Unies ont redonné la Somalie au personnel fasciste qui s'était fait virer en 1941. Bon. Et totalement soutenu par New York. Hein. Mais, si vous voulez, le problème, c'est que si vous voulez transcender les clans, il faut un machin massif. Alors, Siad Barre, lui, c'était l'époque, hein, il avait le pouvoir en octobre 69, c'était le communisme. Je vais faire le communisme. Ça n'a pas marché. Je résoudrai plus rapidement parce qu'autrement on en sortira. Et les Shabab, ils ont essayé de faire la même chose avec l'islam. Et ça n'a pas marché non plus. Ils sont complètement en perte de vitesse et ils tiennent largement. Heureusement, moi je m'attends à ce que, pour le moment ils n'ont plus de chef. Leur chef a été zigouillé par les Américains il y a environ 1 an, avec un drone. Mais à l'heure actuelle, s'il y a un chef qui, à mon avis, il va faire allégeance à Daesh. Le seul truc qui marche aujourd'hui, c'est l'allégeance à Daesh. Regardez Boko Haram, regardez, bon, il n'y a plus que Daesh qui marche. Hein. C'est vraiment, il fédère les groupes musulmans radicaux qui sont dans la ligne du vrai djihad. Hein. Je suis totalement d'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec M. al-Baghdadi, il est tout à fait raisonnable. Alors il coupe un peu les têtes, évidemment c'est dérangeant, mais son programme politique est logique. C'est la restitution de l'islam califal. Dites-le aux Syriens, aux Arabes qui sont là-bas. Ben, ils auront quelques têtes coupées, oui d'accord, c'est toujours ennuyeux d'être un acteur de l'histoire. Juste ma question, j'avais 2 remarques pour rétablir un petit peu des vérités historiques. Dans votre introduction,
Constitution, vous avez balayé d'un revers de la main les 8 siècles d'Empire ottoman. Je ne parle pas du califat moghol. Non, la débat l'Empire ottoman n'était pas présent en Somalie. Non, mais dans votre introduction, vous aviez fait l'analogie avec ce qui se passe dans le monde arabe aujourd'hui, en disant que les Arabes ne sont pas gouvernables, et tatati et tatata, parce que aussi... Tatati, tatata, j'ai pas dit ça. Non, tatati, mais voilà. Donc vous avez complètement... oui, pourquoi? Parce qu'il y avait un califat. Mais il y avait un califat ottoman. Il a été supprimé par Kemal Atatürk. Non, il a été supprimé en 1924. de ma part, c'est que vous avez fait une affirmation en disant que les Anglais sont les parents de la démocratie et de l'ordre politique dans le monde. De l'ordre politique dans le monde. Oh non, l'ordre politique, non. Alors si j'ai dit ça, c'est une erreur. Mais ils sont les parents de la démocratie sans aucun doute. D'accord. Par contre, l'ordre politique, je ne suis pas du tout d'accord. Ce qui se passe dans le monde arabe aujourd'hui, c'est un petit peu à cause des Anglais. Ce qui s'est passé dans le sous-continent. Et des Français. Et des Français, oui, je le dis. Mais ce qui s'est passé dans le sous-continent. Oui, c'est Sykes et Picot. Exactement. Et ce qui s'est passé dans le sous-continent indien, la débat entre le Pakistan et l'Inde, c'est aussi un petit peu à cause du British Raj. Ah oui, ça veut dire que leur politique coloniale n'était pas toujours réussie. Leur politique coloniale n'était pas toujours réussie. Et il y avait un problème aussi, c'est qu'ils adoraient les musulmans. Et justement, ils ont toujours favorisé les musulmans. Regardez le cas du Soudan. Tout l'investissement financier, politique et tout des British au Soudan, c'est sur les musulmans. Et le Sud chrétien passait à la poubelle. Et ça nous a donné ensuite 50 ans de guerre. Non, je ne suis pas en train de dire que tout ce que les Anglais ont fait est excellent. Mais ce que je veux dire, c'est que pour gérer les Somalis, ils avaient les outils que n'avaient pas des gens de droit romain comme les Italiens, qui avaient le code Napoléon, le droit romain, alors que le khair, qui est la base de la vie clanique somalie, c'est beaucoup plus proche de ce qu'on appelle le British Common Law. Et donc les Anglais avaient des instruments entre les mains que n'avaient pas les Italiens. Et culturellement, les Italiens n'étaient pas prêts à gérer les Somalis. Ils ont essayé de les gérer style Mussolini. Ça ne marche vraiment pas. Parce que Siad Barre était un Mussolini black. Il y a une autre question, monsieur. Oui, c'était pour savoir ce que vous pensiez du concept de failed state qui est toujours employé, souvent employé, et surtout avec l'exemple de la Somalie, sachant que, comme vous l'avez rappelé, l'État c'est vraiment un concept très normé, très théorique et difficilement réalisable, même dans des pays des pays européens. C'est rare d'avoir le modèle de l'État-nation parfait. Et du coup, au contraire, au lieu de se focaliser sur le fait que la Somalie est un failed state, qu'il n'y en a pas, qu'il n'y en aura peut-être plus, pourquoi au contraire, je dis c'est certainement fait, mais ne pas vraiment se concentrer sur une adaptation de l'État à des populations comme celle de la Somalie, à je sais pas, d'autres modèles, et pas forcément cette volonté de toujours vouloir appliquer nos propres modèles à des pays à qui ça ne convient pas. C'est pas notre propre modèle. Les Japonais, par exemple, trouvent ça tout à fait normal. C'est un État-nation bien centralisé. Donc c'est l'État que j'appelle westphalien, parce que ce terme prend l'emploi, mais qu'on pourrait dire, je ne sais pas quoi, l'État Meiji, si on veut parler japonais. Mais c'est l'idée d'un État, et je suis entièrement d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. Et il y a un problème, c'est qu'on a fait 35 conférences pour reconstruire l'État somali. Si vous avez une certaine maladie, vous allez chez le médecin 35 fois de suite, il vous prescrit le même médicament, vous changez de médecin. Parce qu'autrement, vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais non, là on prescrit toujours le même médicament. Et on continue. Alors qu'au Somaliland, au contraire, on a vu... Ah oui, mais là, le Somaliland, il a pu bénéficier d'un avantage comparatif, comme on dit en économie. Donc il faut voir un truc pour l'ancienne colonie italienne. Il faut faire là un costume sur mesure. Pas au décrochez-moi ça. Et ça veut dire plus d'État. Mais alors là, c'est épouvantable. Vous allez à New York et vous dites plus d'État, vous vous faites virer par M. Ban Ki-moon. C'est pas possible. Mais autre chose. Oui, bah oui. Et ça, on appelle ça le Building Block Theory. Ça fait 15 ou 20 ans qu'on en parle. Je suis un adhérent de ça. Et pour le moment, c'est pour ça que quand monsieur disait que
est-ce que c'est pas un halfway house de faire ça, même si ça ne marche pas à l'heure actuelle, c'est quand même mieux qu'avant. Pourquoi c'est mieux qu'avant? C'est parce qu'il y a un embryon d'idées au moins qu'on pourrait gérer ça autrement qu'avec un État centralisé. Alors avec M. Cheikh Mahmoud, ça ne marchera pas. Mais il y en aura un autre après, il y aura autre chose. Et puis peut-être on ira sur une vraie décentralisation. Il faut faire des micro-États qui, d'ailleurs, là, la composition, et là, d'ailleurs, c'est un bouquin que je veux écrire là-dessus, comment faire des micro-États en Somalie. Il ne faut pas les faire selon les découpures claniques. Il faut les faire selon des découpures géographiques qui réconcilient des fragments de clans avec d'autres fragments de clans qui sont géographiquement voisins et qui ont des intérêts économiques communs. Bon, il y a un des exemples déjà qui marche, c'est le Galmudug. Oui. Le Galmudug, c'est ici. OK? Là. Et c'est des gens qui sont basés à Londres et qui ont monté un truc avec certains clans haouillés, des petits clans côtiers. Ah oui, bon. Et ils ont basé ça, alors en partie d'ailleurs c'est une retombée des pirates. Les pirates c'était pas mal, moi j'étais plutôt pro-pirate, parce que, bah oui, ça a un peu de fric. Et puis ils ont eu beaucoup plus de morts qu'ils n'ont jamais tué de gens. Ils ont tué peut-être 10 ou 15 marins, eux ils ont eu des centaines de morts, parce qu'ils allaient jusqu'aux Maldives, c'était complètement dingue le truc qu'ils faisaient, sur des bateaux qui sont à peine plus grands que les petits bateaux que vous avez sur le lac du Bois de Boulogne. Alors les gens qui disaient que c'était des gens affreux, lâches et tout, j'aurais bien voulu les embarquer sur un bateau de pirates qui partait pendant un mois ou deux en mer. Ils seraient peut-être revenus un peu avec une autre idée. Mais toujours est-il qu'eux, ils ont fait de l'import-export qui était en partie basé sur le truc des pirates, mais pas entièrement. Et puis maintenant, ils font de l'aide alimentaire. Vous travaillez peut-être avec eux. Ah mais non, vous ne travaillez pas dans le coin. Mais si, c'est pas impossible que vous travailliez avec eux sans le savoir. Parce que ils ont des contrats maintenant avec les Nations Unies pour l'aide alimentaire et ils servent d'intermédiaires parce qu'ils réussissent à faire des importations même quand il y a des problèmes, de trucs qui sont bloqués, etc. Parce qu'ils ont leur propre réseau. Alors évidemment, ce qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas un port sérieux. Et ça, les Éthiopiens ont une bonne idée là-dessus, parce que les Éthiopiens, eux, ils sont d'accord avec l'idée des micro-États. Eux, ils connaissent bien les Somalis, il y en a même un certain nombre qui sont citoyens éthiopiens, hein. Et ils sont d'accord avec l'idée. Mais ils disent qu'il faut que chaque micro-État ait un port. C'est-à-dire chaque micro-État doit avoir un débouché sur la mer. Sinon, ça ne marchera pas. Je suis assez d'accord avec cette condition. Mais là, eux, ils sont déjà en avant. Les Éthiopiens, ils ont 3 coups d'avance. Le jour où les Nations Unies discuteront sérieusement avec les Éthiopiens et sur les mêmes bases, là, on ira peut-être quelque part. Et sur, quand vous dites micro-État, Jubaland, par exemple, ou l'initiative de... Le Jubaland, c'est pas plus con qu'autre chose, sauf que quand ils veulent remonter dans le Guédo et avoir les Marehan avec tout, les Mohamed Zoubeir qui sont en dessous, ça, c'est pas évident. C'est pas évident, parce que les Marehan, ils ont gardé une particularité très bizarre qui leur date de l'époque de Siad. Et bon, il y a Baré Hirale, qui était le rival de Madobé, et qui voulait, lui, le contrôle du Jubaland. Alors peut-être, il faudrait dire que... Mais alors là, je sais bien que c'est terrible, parce que si on commence déjà à sous-casser les sous-ensembles, des sous-ensembles, des sous-ensembles, où est-ce qu'on finit? Mais il faudrait peut-être un Guédo qui soit un micro-État en lui-même. Mais alors lui, branché sur l'Ogaden. Le paradoxe, c'est qu'alors que c'est des Marehan, ils seraient branchés sur l'Ogaden, alors que ceux du Sud, c'est justement des Ogadénis. Mais quelque part, ils pourraient faire des alliances avec des sous-clans Ogadénis contre les autres Ogadénis. Il faut jouer sur les rivalités claniques, hein. Regardez comment on a construit l'Europe, ça a été au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, où il me semble que tous les Européens n'étaient pas d'accord les uns avec les autres, hein, pendant quelques temps. Il faut jouer là-dessus. Monsieur Fournier, une dernière question. Oui. Et puis... Oui. Oui, rappelez-moi si vous voulez, je ne suis pas en mesure de vous répondre. Merci.
rapport à la question somalienne, qui fout quoi, où. Alors, les puissances internationales, c'est fini. C'est fini. Ça ne les intéresse plus. C'est bon à foutre à la poubelle. Il y a eu cette énorme tentative par les Américains en décembre 1992 qui a été mal barrée. C'était épouvantable la manière dont ça a été préparé. C'était une catastrophe. Moi, je connaissais les gens au State Department qui avaient préparé le dossier d'une éventuelle intervention. Eux-mêmes n'ont pas été prévenus par Bush. Et Bush, littéralement, a fait une saloperie à Clinton. C'est-à-dire, comme il avait perdu les élections, il a dit « Hop, tu te démerdes avec ça, et on intervient ». Et Clinton, évidemment, était bloqué, il était obligé de suivre. Il n'avait aucune envie d'y aller. Bon, le futur a montré qu'il avait raison, d'ailleurs. Ça s'est très mal terminé pour eux. Et bon, donc les puissances internationales, c'est fini. Alors, il n'y a plus que des puissances régionales ou intermédiaires. Par exemple, les gens qui sont les principaux acteurs dans le sud somalien malade, hein, dans toute cette zone-là, sont les Turcs. Et c'est vraiment eux qui sont partout, c'est eux qui gèrent tout, c'est eux qui ont monté une université, c'est eux qui essayent de retailler à leur mesure les services secrets du gouvernement actuel. C'est eux les seuls qui s'intéressent réellement. Et à l'université, ils vont enseigner en turc. Les Somalis qui vont aller à l'université vont être obligés de parler turc, vont apprendre le turc. Et vous voyez, c'est quelque part, comme vous disiez que je balayais le califat, il y a comme un petit peu de coup califat turc dans le coin, parce que les Égyptiens, qui étaient à l'époque une succursale de l'Empire ottoman, ont colonisé toutes les rives de la mer Rouge et sont arrivés jusqu'à Lamu, au Kenya. Et ça, mais c'était sous Ismaïl, c'était dans les années 1870, à peu près. C'était très très tard. Et puis, c'était vu comme des étrangers, comme le Cambodge, bon, sans intérêt. Ils n'étaient pas du tout intégrés à la population. Mais là, les Turcs, il y a toute une offensive dans le Sahel, sur les marges des anciens empires coloniaux européens et dans l'Afrique du Nord-Est, pour reconstituer le fantôme de l'Empire turc. Monsieur Erdogan est un pan-turc, c'est un descendant d'Enver Pacha, et pantouranien, je dirais, pour employer un vieux mot, et il va aussi foncer sur l'Asie centrale, c'est fatal. Il va aller au Kazakhstan, bon, c'est le fantôme de l'Empire turc qui remonte à la surface. Et eux, ils s'intéressent. Ils ont du fric. Et vous avez, par exemple, Turkish Airlines vole régulièrement sur Mogadiscio. Bon. Et en plus, ils ont eu longtemps le contrôle de la sécurité de l'aéroport. Alors, je ne vous dis pas ce que ça voulait dire comme trafic et combine.